J'ai quitté le travail 2 heures plus tôt, un petit miracle dans la vie d'un chef de projet informatique en pleine période d'audit. Les vendredis étaient généralement un véritable enfer de boîte mail. Mais ce jour-là, tout s'est terminé plus tôt que prévu, et j'ai pris ça comme un signe. Un signe que je pouvais peut-être souffler un peu. Peut-être que je pourrais nous offrir une soirée sans routine, coincée entre les restes réchauffés et les lectures silencieuses. Alors, je suis passé au marché de la 14e rue et j'ai acheté du persil frais, de l'ail et un morceau de parmesan. Nan adorait mon pain à l'ail. Du vrai ail, du beurre fondu, une baguette faite maison, pas celle surgelée en boîte. J'ai ajouté son cabernet préféré au panier, sur un coup de tête, j'ai fait un tour chez Morano et j'ai commandé 3 cannolis fourrés à la crème de pistache et saupoudrés de sucre glace, le genre qui lui faisait fermer les yeux dès la première bouchée. Elle fredonnait en les mangeant. Je ne l'avais pas entendu fredonner depuis longtemps. Le ciel était doux et violet quand je suis arrivé dans notre allée. La maison brillait de cette douce teinte dorée qui me donnait l'impression d'être chez moi. Même après les journées les plus longues, je planifiais déjà la séquence dans ma tête. Des bougies sur la table, du jazz en sourdine, peut-être Davis. Je lui dis de s'asseoir pendant que je m'occupais de tout. La laisser se détendre pour une fois, comme elle le faisait autrefois, lorsqu'elle se pelotonnait sur le tabouret du bar avec un verre de vin et me regardait faire le tour de la cuisine comme dans une chorégraphie. J'ai même pensé à dire quelque chose de ringard comme « Ce soir, je voulais juste cuisiner pour la femme que j'aime ». Ça l'aurait fait rire, du moins, avant. J'ai déverrouillé la porte d'entrée sans bruit, le sac de course en équilibre dans un bras, le vin glissé sous l'autre. L'air à l'intérieur sentait l'eucalyptus, provenant du diffuseur qu'elle faisait toujours fonctionner dans le couloir. Tout semblait normal. Des chaussures près de la porte, son écharpe jetée par-dessus la rampe d'escalier, le doux bourdonnement des conversations provenant du salon. J'allais l'appeler pour lui faire savoir que j'étais rentré tôt quand je l'ai entendu. Une voix basse, familière, et aiguë comme je ne l'avais jamais entendue. Je me sens coincé. Maman, je me suis figé. Mon corps était toujours penché derrière le coin près de l'entrée. Je n'avais même pas enlevé mes chaussures. Le sac de course pesait lourd dans ma main. Je pensais qu'épouser Shaun m'apporterait la stabilité, mais il est tellement ennuyeux, prévisible. J'en ai besoin de plus. Les mots ne sont pas tombés d'un coup. Ils ont pénétré ma peau comme de l'eau froide s'infiltrant dans des fissures que j'ignorais. J'ai cligné des yeux, j'ai essayé de me calmer comme si j'avais mal entendu, mais j'ai entendu sa mère, Ruth, répondre sur le ton qu'on utilise pour valider les mauvaises décisions. Tu es jeune, non. Tu peux encore réécrire ta vie. Ce n'est peut-être pas l'histoire qui t'attend. Mes poumons ont oublié comment aspirer l'air. Ma prise sur le sac de course s'est resserrée jusqu'à ce que le papier se déchire. Les herbes se sont répandues et la baguette s'est cassée en deux contre le carrelage. Ni l'une ni l'autre ne m'ont entendu. Ou peut-être qu'ils le faisaient et s'en fichaient. Je reculai discrètement et sortis par le chemin par lequel j'étais entré. La porte claqua derrière moi, mais je doutais qu'il s'en soit aperçu. Mon cœur battait à tout rompre comme la basse d'une chanson que je ne pouvais refuser. Je me dirigeai vers le porche, posai le vin à côté du pain rompu et m'enfonçai au volant de mon pick-up, toujours garé de l'autre côté de la rue. De loin, je voyais la lumière du salon à travers les rideaux transparents. Elle vacillait faiblement sur la télévision, projetant des silhouettes que je ne reconnaissais plus. On aurait dit des inconnus jouant un mariage, pas la vie que nous avions construite. Mes doigts se crispèrent sur le volant, mais je ne démarrai pas. Je restais assis là, à regarder ce que j'appelais chez moi se transformer en scène, réalisant pour la première fois que je ne serais peut-être pas de la partie suivante. Prévisible, ennuyeux. L'ironie était plus cruelle que je ne voulais l'admettre. J'avais bâti notre vie sur le genre de stabilité dont Nan disait à ses amis qu'elle rêvait. L'homme qui se souvenait des anniversaires, qui faisait le plein d'essence quand elle oubliait, qui veillait pour apprendre à installer ce stupide thermostat intelligent juste pour ne pas avoir à appeler un bricoleur. Mais quelque part, en chemin, cette dévotion était devenue invisible. Comme si, une fois la certitude acquise, elle avait perdu son éclat. Je suis resté assis là pendant près de 20 minutes. Le temps que le soleil baisse complètement et que la lumière du porche clignote, projetant des ombres sur l'allée. Je ne voulais pas remonter. Ma poitrine brûlait d'une rage sourde. Je ne savais pas quoi faire. Pas le genre de choses qu'on crie, le genre qu'on ravale parce que crier leur en donnerait trop. J'aurais pu entrer, la confronter, lui demander ce qu'elle entendait par « plus ». Mais une partie de moi connaissait déjà la réponse. Elle n'était pas perdue.
Elle répétait sa sortie à voix haute à sa mère comme si j'étais un vieux meuble. Elle avait besoin d'aide pour trouver comment se déplacer. Finalement, j'ai démarré. La bouteille de vin roula sur le siège passager avec un tintement creux, se moquant de moi. Voilà ce que je deviens. Une musique de fond pour ses plaintes. Un mari transformé en papier peint. L'homme qui cuisinait du pain à l'ail et se prenait un coup de poing dans le ventre avant même d'allumer le fourneau. Je n'ai pas donné un coup de pied dans la portière. Je n'ai pas jeté la bouteille de vin ni exigé de réponse. C'est ce qu'une partie de moi voulait faire. Entrer en trombe et rappeler à Nan que je n'étais pas un remplaçant dans sa vie. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai même pas respiré lourdement. J'ai juste reculé lentement et silencieusement, comme quelqu'un qui s'échappe d'une scène à laquelle il n'était pas censé assister. Je suis allé sur le porche, j'ai posé le sac de course déchiré contre le mur comme si cela n'avait plus d'importance, et je suis monté dans mon camion. Pas pour conduire. Pas encore. J'avais juste besoin d'espace. Même si cet espace était l'intérieur d'un taxi avec mon nom sur la carte grise, mais aucun sens de l'orientation au volant. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, phares éteints, les mains tremblantes. J'ai regardé la vitrine briller comme un projecteur de scène, deux ombres se déplaçant lentement derrière les rideaux, des têtes hochant la tête en rythme. Elle et Ruth discutaient encore, décortiquant probablement encore la façon dont je plie le linge ou charge le lave-vaisselle. Réfléchissant encore à la meilleure façon de remodeler sa vie sans l'homme qu'elle disait pour toujours aussi. Je me demandais si elle avait seulement remarqué mon retour. Si elle entendait la porte s'ouvrir, la refermer. Si le sac déchiré dehors signifiait quelque chose pour elle. La voix de Ruth m'avait presque plus marqué que celle de Nan. C'est un encouragement astucieux. Réécris ta vie. Comme si je n'étais qu'un brouillon. Un essai pour la version d'elle-même qu'elle voulait vraiment être. Et ce n'était pas que je n'en avais pas vu les signes. Nan était distante depuis un moment. Elle avait arrêté de répondre aux SMS avec des émojis, arrêté de s'asseoir à côté de moi sur le canapé. Son téléphone restait la plupart du temps éteint, mais on se persuade que c'est une phase. Le stress du travail, les drames familiaux et le rythme de vie, ça use les gens. On ne pense jamais que la femme qu'on aime transformera notre stabilité en une attaque contre soi. Le moteur tournait au ralenti, un léger bourdonnement emplissant le silence comme une respiration retenue. J'aurais pu rester assis là toute la nuit, à laisser le poids de ces mots peser sur ma poitrine jusqu'à ce que quelque chose se fissure. Mais j'avais besoin d'être ailleurs, n'importe où, sauf garé devant la maison où ma propre femme élaborait lentement une version de la vie qui ne m'incluait pas. Alors j'ai mis la voiture en marche et j'ai commencé à descendre la rue. La bouteille de vin tintait à chaque virage. Je n'avais rien prévu. Je n'ai appelé personne. Je suis juste passé devant l'épicerie où j'avais acheté un dîner que nous ne mangerions jamais. Devant la boulangerie où la femme au comptoir m'avait dit, « Ta femme va adorer ça. » Devant le fleuriste. J'avais failli m'arrêter, mais je ne l'ai pas fait, car j'avais déjà dépassé les bornes et j'avais pensé que le pain, le vin et le dessert suffiraient. Comme je me sentais bête maintenant, de croire que l'amour pouvait se racheter avec de l'ail et du sucre. Finalement, mes mains me guidèrent vers le seul endroit qui avait du sens, l'appartement de Marcus. Il m'avait proposé une fois, m'avait dit que si jamais j'avais besoin d'une soirée libre, la chambre d'amis était toujours libre. Je n'avais pas accepté. Jusqu'à maintenant. Je me suis garé sur son parking et j'ai envoyé un texto, « Ça te tente ?» Il a répondu rapidement. « Ouais. » Entrez. Porte déverrouillée. L'appartement sentait le cuir et la vieille pizza. Familière. Franche. Marcus est apparu, vêtu d'un sweat à capuche délavée et de chaussettes, télécommande à la main, les sourcils levés. Que se passe-t-il? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis juste entré, je me suis assis au bord de son lit d'amis et j'ai fixé le mur. Les cannolis étaient toujours dans le camion, suintant dans leur contenant en plastique, comme une métaphore à laquelle je ne voulais pas penser. Elle m'a traité d'ennuyeuse. J'ai fini par dire qu'elle se sentait coincée. Dit imprévisible. Il s'est appuyé contre la porte. Zut. Elle a dit ça à sa mère comme si j'étais une erreur qu'elle devait réparer. Il est resté silencieux pendant un long moment. Je restais planté là, à hocher lentement la tête. Le genre de hochement de tête qui retient le jugement, mais qui a du poids. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était basse et prudente. Tu n'es pas ennuyeux, Shaun. Tu es stable. Il y a une différence. Certains confondent paix et ennui.
Mais un jour, ils prieront pour le calme qu'ils ont laissé de côté. C'était resté en moi, mais ça n'a pas collé comme je le voulais. Peut-être parce que je m'étais déjà décollé pendant 1 heure, repassant ces paroles en boucle, essayant de retracer le moment où je suis devenu un bruit de fond dans mon propre mariage. Tu crois que j'ai raté quelque chose? Demandai-je. Jean, j'étais peut-être devenu trop confortable, trop routinier. Il haussa les épaules. Peut-être, mais la routine n'est pas un crime. Vouloir quelqu'un sur qui on peut compter n'est pas ennuyeux. C'est une question de survie. Ceux qui recherchent l'excitation au détriment de la stabilité finissent généralement épuisés et seuls. Je voulais y croire, mais c'était difficile de ne pas me sentir petit. Difficile de ne pas me souvenir de chaque fois qu'elle souriait poliment au lieu d'un sourire radieux. Chaque fois qu'elle disait merci au lieu de ça, c'est incroyable. Je ne cherchais pas à être spectaculaire. J'essayais d'être présent. Apparemment, ce n'était pas suffisant. Marcus sortit une couverture pliée du placard à linge et me la lança. Tu peux dormir ici. Pas de questions, pas de pression. Dors et demain matin, on verra ce qui se passe. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Merci, mec. Il m'a lancé un regard. Tu n'as pas à me remercier. Tu es mon frère. Mais même ce mot, frère, me semblait étranger ce soir-là. Comme si tout ce qu'il y avait de bon dans ma vie avait soudainement été traduit dans une autre langue, et que j'étais le seul à lire encore le vieux script. Plus tard, quand les lumières furent éteintes et que l'appartement fut silencieux, je me suis allongé sur le dos dans le noir, les yeux fixés sur le plafond inconnu. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste pensé au pain à l'ail qui n'avait jamais atteint le four. À la bouteille de vin qui claquait encore dans le camion. À la femme qui fredonnait en me regardant cuisiner. Et à propos de l'homme que j'ignorais être jusqu'à ce que je l'entende dire ce qu'elle pensait vraiment de moi. La chambre d'amis de Marcus était petite, carrée, et sentait légèrement le cèdre, provenant des bougies que sa petite amie avait laissées l'hiver dernier. J'étais assis au bord du lit, les paumes pressées contre mes cuisses, fixant le mur crème comme s'il allait me révéler quelque chose d'important. Une photo encadrée de la skyline de Chicago était accrochée juste au-dessus de la commode. Et pendant un instant, je me suis concentré sur les lumières des fenêtres, imaginant des mensonges derrière elles. Des disputes, des rires, des gens construisant ou brisant ce qu'ils s'étaient promis. Je me demandais à quelle catégorie Nan et moi appartenions maintenant, ou même si nous entrions dans une catégorie. « Ça va ?» demanda Marcus depuis l'embrasure de la porte. Sa voix était douce, sans pitié, mais prudente, comme s'il savait que j'étais à 2 doigts de me briser. Je me tournai vers lui, clignant des yeux pour apaiser la douleur. Elle m'a traité d'ennuyeux, dis-je. Elle a dit qu'elle était coincée, qu'il lui en fallait plus. Il ne broncha pas, hocha lentement la tête et s'appuya contre le cadre. C'est dur, mec. Elle veut sortir, dis-je. Les mots flottèrent entre nous comme de la fumée. Une vérité amère, sans filtre, que je n'avais pas dite à voix haute jusqu'à présent. Elle ne le dit pas comme un « peut-être ». Elle le dit comme si elle avait déjà décidé, comme si j'étais la phase qu'elle allait bientôt terminer. Il entra dans la pièce, tira la chaise de son bureau et s'assit en face de moi, les mains jointes comme s'il essayait de supporter le poids de ma confession. Vous êtes mariés depuis 6 ans, c'est ça? C'est en février. Il siffla doucement. Vous pensez que ça fait un moment que ça monte? J'acquiesçai. Oui, c'est vrai. Je ne voulais juste pas le voir. Je pensais qu'on était juste dans la routine, vous savez, le stress du travail, comme d'habitude. Vous êtes stable. Shawn Marcus a dit, tu as toujours été ce type. Loyal, posé, attentionné comme un dingue. Tu as organisé un dîner surprise. Tu es le genre d'homme pour qui la plupart des gens prient. J'ai eu un petit rire sans humour. Apparemment pas non. Il n'a rien dit au début. Il m'a juste observé avec ce calme qu'il avait toujours eu. Le genre de présence qui vous donnait l'impression de pouvoir saigner sans jugement. Après un moment, il a dit, certaines personnes ne supportent pas la paix. C'est trop calme. Après le chaos, on leur donne le calme et ils se mettent à chercher des tempêtes juste pour se sentir revivre. J'ai regardé mes mains. Mes ongles étaient courts et propres. Mon alliance pesait lourd sur mon doigt comme un poids que je n'avais pas réalisé porter jusqu'à hier soir. Elle riait à mes blagues, ai-je dit. Elle me tenait la main à l'épicerie. Maintenant, elle me tourne le dos au lit et dit qu'elle est fatiguée.
Marcus a froncé les sourcils. Tu lui as parlé? Vraiment parlé. J'ai secoué la tête. Pas encore. Je ne lui ai pas dit que j'avais entendu ce qu'elle avait dit. Je ne suis même pas retourné à la maison. Je suis juste parti. Tu as bien fait. Vraiment? Il a hoché la tête. Écoute, mec. Tu as le droit de prendre de l'espace. Tu as le droit de tout ressentir avant de l'affronter. Tu n'es pas une machine. Je me suis adossé à la tête de lit, les oreillers froids et inconnus derrière moi. Quand suis-je devenu invisible dans mon propre mariage? Ce n'est pas de ta faute, a-t-il dit. C'est de sa faute. Si elle a cessé de te voir, ce n'est pas parce que tu as disparu. C'est parce qu'elle a fermé ses foutus yeux. Ça m'a fait un choc, parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti. Comme si elle avait arrêté de me regarder. Comme si elle me scrutait tous les jours depuis un an et ne voyait qu'une ombre humaine remplir l'espace. J'ai repensé à tous les dîners que j'avais préparés pendant qu'elle travaillait tard. À toutes les courses que j'avais faites pour que ses week-ends soient libres. J'ai repensé à la façon dont elle m'embrassait sur l'épaule en passant, et à la façon dont elle avait arrêté de le faire vers le 8e mois de la pandémie. Je ne m'en étais pas rendu compte à l'époque. J'ai continué à l'aimer discrètement, j'ai continué à être présent. Peut-être que je pensais que c'était suffisant. Je n'arrête pas de le repenser, ai-je dit. Sa voix, sa façon de dire, ennuyeux comme un péché. Marcus s'est frotté la nuque. Ce genre de mots me colle aux lèvres, surtout quand ils viennent de ceux qui sont censés vous connaître le mieux. Je ne pensais pas avoir besoin d'être excitant. Je pensais devoir être constant. Il n'y a rien de mal à être constant, a-t-il dit. La bonne personne voit cela comme un don, pas comme un défaut. J'ai fixé le plafond un long moment après son départ. L'appartement était silencieux, juste le grincement occasionnel des tuyaux et le faible murmure de la circulation dehors. Je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé là, à fixer, avec l'impression que ma vie s'était fissurée. Et je ne savais pas à quel point cette rupture était profonde. Je n'arrêtais pas de penser au dîner que j'avais prévu. Le pain à l'ail, le vin, les cannelloni. Je pouvais presque l'entendre rire à nouveau, comme au début de notre relation. À l'époque où un repas surprise illuminait son visage. À l'époque où je n'étais pas prévisible. J'étais attentionné. À l'époque où je me suffisais. La douleur dans ma poitrine me pulsait lentement et intensément, comme des bleus avant de virer au violet. Et quelque part au milieu de cette nuit blanche, je me suis fait une promesse silencieuse. Je ne supplierai pas pour l'amour. Je ne supplierai pas pour rester. S'il m'avait déjà quitté dans son cœur, je n'allais pas être celui qui traînerait notre fantôme sur le sol pour tenter de le ressusciter. Je ne savais pas quelle serait la prochaine étape, mais j'étais sûr d'une chose. Je n'allais pas vivre dans une maison où je devrais écouter aux portes juste pour savoir ce que ma femme pensait vraiment de moi. Je ne le lui ai pas dit. Ni ce soir-là. Ni le lendemain matin. Je portais le poids de ces mots comme une pierre au fond de ma poche, me grattant à chaque mouvement. J'avais besoin de temps. J'avais besoin d'observer pour être sûr. Peut-être qu'une partie de moi espérait qu'il me restait encore quelque chose à combattre. Ou peut-être n'étais-je tout simplement pas prêt à admettre que je la perdais depuis longtemps. Quand je suis rentré chez moi dimanche soir, tout semblait pareil, mais la sensation était complètement différente. Ses clés étaient dans le bol près de la porte. Elle était soigneusement près du paillasson. L'air sentait légèrement la lavande, provenant du diffuseur électrique qu'elle avait acheté l'automne dernier. Elle était dans la cuisine en train de réchauffer quelque chose au micro-ondes, son téléphone coincé entre sa joue et son épaule. Non, je ne lui dis rien tout de suite, disait-elle. On peut parler plus tard? Il est entré. Mon estomac s'est retourné, mais j'ai gardé un visage neutre. Son regard a croisé le mien une brève seconde avant de raccrocher. Salut, ma belle, a-t-elle dit, comme si elle n'avait pas prononcé mon nom comme un désagrément. Désolé, je discutais avec Elisa. Comment était le travail? J'ai haussé les épaules et j'ai accroché ma veste au crochet. L'on avait besoin de silence pour finir sa demande en mariage. Oh. Elle a souri légèrement et a remué la boîte en plastique qu'elle avait sortie du réfrigérateur. Je ne cuisinais pas. Je pensais qu'on prendrait les restes toutes les deux. C'était nouveau. N'en cuisinais quand je travaillais tard. Non pas par obligation, mais par envie.
Elle me demandait ce que j'avais envie avant même que j'ouvre la porte. Maintenant, c'était boîte en plastique et salutations froides. Je me suis fait un sandwich et nous avons mangé en silence. Assise aux extrémités opposées de l'îlot de cuisine. Son téléphone a vibré une fois, puis une autre fois, j'ai vu le nom clignoter. Elisa, j'ai détourné le regard avant qu'elle ne puisse m'accuser de la fixer. Après le dîner, nous sommes montés à l'étage. Elle marchait devant moi, sans un regard en arrière. Je l'observais de dos, me demandant combien de nuits elle avait déjà arpenté cette maison, préparant sa sortie. Dans la chambre, elle a enfilé son pyjama et s'est mise au lit. Comme si tout était normal, comme si nous n'avions pas dérivé. Lentement depuis des mois. Et maintenant, j'étais le seul à faire semblant de ne rien remarquer. Elle était allongée à côté de moi, parcourant les pages de son téléphone, la lueur de l'écran illuminant son visage plus que toute émotion qu'elle avait l'habitude de partager avec moi. Ses doigts remontaient en rythme, comme si elle feuilletait une vie qu'elle aurait aimé lire. Je pris un livre sur la table de nuit, que j'avais déjà lu 2 fois, et le tins ouvert, sans lire un seul mot. Les pages étaient un bouclier, un support. Je la sentais près de moi, la chaleur de son corps, mais j'avais l'impression de dormir à côté d'une inconnue qui connaîtrait par hasard votre mot de passe. Chaque petit bruit semblait amplifié dans le silence, le claquement de son ongle contre la vitre, le léger froissement du tissu lorsqu'elle ajustait sa couverture, le léger soupir qu'elle laissait échapper, comme si être dans cette pièce l'épuisait. J'avalais ma salive, la boule qui me serrait la gorge, et tournais une autre page que je n'avais pas lue. Le silence entre nous était autrefois confortable. Maintenant, c'était un canyon. Il fut un temps où je me serais retourné pour l'embrasser. Son épaule, j'ai tracé les lignes de sa clavicule avec mes doigts jusqu'à ce qu'elle sourie et se penche vers moi. Nous nous endormions autrefois, blottis l'une contre l'autre, comme si nous avions peur de l'espace qu'apportait la distance. Mais maintenant, cet espace était délibéré. C'était un message que je ne voulais pas entendre. Je l'ai regardé faire défiler une vidéo et rire doucement. Pas de moi. Pas avec moi. Juste de quelque chose qui se passait dans un monde où je semblais ne plus exister. Longue journée, ai-je demandé, espérant percer le silence. Elle n'a pas levé les yeux. Ouais, les lundis sont toujours un désastre. C'est dimanche, ai-je dit doucement. Elle a cligné des yeux. D'accord. Désolé, je voulais dire que j'en ai juste l'impression. J'ai hoché la tête lentement et fermé le livre, faisant semblant d'avoir fini. Tu vas bientôt dormir ? Elle a haussé les épaules. Probablement. J'essayais juste de me détendre un peu. J'ai éteint ma lampe. Bon, bonne nuit. Bonne nuit, dit-elle sans me regarder. Je suis resté allongé dans le noir, les yeux grands ouverts, comptant chaque inspiration. Chaque inspiration me semblait forcée, comme si mes poumons essayaient de convaincre mon cœur ne pouvait plus tenir. J'essayais de me souvenir de la dernière fois où elle m'avait touché sans qu'on me le demande. La dernière fois où elle m'avait embrassé intentionnellement, sans obligation. Je n'y parvenais pas. Ma mémoire, autrefois remplie de moments chaleureux et de rires doux, ressemblait maintenant à un coffre-fort vidé en silence. Elle se déplaça à côté de moi, tournant le dos à mon côté du lit. Un mouvement subtil, mais que je ressentais jusqu'au plus profond de moi. Il n'y avait plus aucune prétention à l'intimité. Nous ne faisions même plus semblant. Je fixais le plafond jusqu'à ce que la pièce se brouille, clignant lentement des yeux tandis que des larmes que je ne voulais pas verser glissaient sur mes tempes et trempaient l'oreiller. Je ne sanglotais pas. Je ne reniflais pas. Je les laissais simplement couler, silencieuses et posées, comme des confessions. Je pleurais un mariage qui n'était pas officiellement terminé, mais qui était déjà un fantôme sous les draps à côté de moi. À un moment donné, sa respiration ralentit, s'approfondit. Le sommeil la gagna facilement. Le mien ne vint jamais. Je restais allongé là, avec 1000 pensées qui grouillaient. Dans mon esprit, comme des fourmis sur du sucre. Les mots que j'avais entendus dans le couloir résonnaient encore et encore. Il est tellement ennuyeux, prévisible. J'en ai besoin de plus. Chaque fois que je les répétais, cela effaçait quelque chose que je ne parvenais pas à nommer. Peut-être avait-elle raison. Peut-être étais-je prévisible. Peut-être m'étais-je installé trop confortablement dans une vie qui ne l'éblouissait plus. Mais je lui avais donné stabilité, loyauté, douceur. N'était-ce pas suffisant ? Était-ce maintenant un crime ? Je n'avais pas les réponses. Pas à ce moment-là.
Tout ce qui me restait, c'était l'espace froid entre nous et le sentiment grandissant que je ne perdais pas seulement ma femme. Je me perdais dans le silence. Je ne suis pas parti en trombe. Je ne l'ai pas accusée. Je n'ai même pas bronché le lendemain matin lorsqu'elle m'a embrassé sur la joue comme si de rien n'était. J'ai simplement traversé la maison comme un homme qui porte sa propre peau à l'envers. Mauvaise, tendue, inconnue. Je me suis brossé les dents à côté d'elle pendant qu'elle fredonnait et consultait son téléphone. J'ai repassé ma chemise pendant qu'elle triait des chemisiers comme si nous étions encore en train de choisir des tenues pour le même avenir. Mais dans ma tête, j'avais déjà commencé à rembobiner. J'ai commencé à tout observer comme si j'examinais les preuves sur une scène de crime. Non pas par vengeance, juste par besoin, par un désir désespéré de comprendre. Quand la vie que nous avions construite a commencé à se fissurer sous nos pieds. Quand les rires se sont faits plus courts, quand mon nom a cessé de sonner comme de l'amour dans sa bouche. Pendant ma pause déjeuner, je me suis assis seul dans le parc et j'ai fait défiler l'album qui nous liait sur mon téléphone. Tout a commencé par des matins ensoleillés à Bali. Des photos floues de nos balades en scooter à Ubud, nos visages rayonnants sous les arches des temples. Je me souviens de sa façon de me tendre la main pendant que je conduisais. Pas de mots, juste de la confiance. Puis je suis passé à la soirée suivante, celle de sa remise de diplôme. Elle a pleuré sur mon épaule, murmurant qu'elle n'aurait pas pu y arriver sans moi. J'avais été si fier. C'est ce soir-là que j'ai réalisé que je voulais l'épouser. Encore un glissement. Nous dansons dans notre premier appartement. Pas encore de meubles, juste deux personnes fatiguées, ivres de vin bon marché et de musique sur un téléphone. Elle riait comme si on avait une éternité pour combler le vide. À l'époque, elle m'appelait son refuge. J'étais celui vers qui elle se réfugiait quand le monde devenait bruyant. Mais maintenant, c'était moi qu'elle déversait. C'était de moi qu'elle avait besoin de prendre ses distances. J'ai posé le téléphone sur le banc et me suis frotté l'arête du nez, essayant de cligner des yeux pour apaiser la douleur. Je ne voulais pas pleurer. Je voulais y voir plus clair. Je voulais savoir comment j'étais devenu un remplaçant. Un accessoire dans la vie qu'elle était prête à quitter. J'ai repensé à la fois où elle est rentrée tard du travail en janvier. Cheveux trempés, mascara bavé, sanglotant à cause d'un argumentaire raté. J'ai fait couler un bain, allumé des bougies, commandé sa soupe préférée. Je l'ai tenue contre moi jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Et pourtant. Maintenant, j'étais prévisible. Ce n'était pas seulement l'insulte. C'était la désinvolture avec laquelle elle la lançait. Comme si c'était une évidence. Comme si j'aurais dû savoir que la fiabilité avait une durée de vie limitée. Plus tard dans la soirée, je me suis assise dans le salon et je l'ai regardée s'agiter dans la cuisine. Comme si rien n'avait bougé. Elle fredonnait de nouveau. Quelque chose d'enjoué, quelque chose d'insouciant. Elle fredonnait quand elle était heureuse. Maintenant, je réalisais qu'elle fredonnait quand elle était distraite, quand elle était plongée dans un monde dont je ne faisais plus partie. Elle se versa un verre de vin et s'appuya contre le comptoir pour faire défiler les pages. Je l'observais depuis le canapé et me demandais ce qu'elle voyait en me regardant maintenant. Si elle voyait encore l'homme qui avait abandonné son emploi de rêve à Austin parce qu'elle avait été admise au programme d'études supérieures ici. Si elle se souvenait que je la conduisais à tous les cours du soir parce qu'elle était nerveuse à l'idée de prendre le train seule. Ou si tout cela s'était fondu dans le décor d'une histoire qu'elle avait déjà réécrite sans moi. Tu te souviens de notre premier appartement ? Demandai-je soudain. Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. Bien sûr. Quoi ? Rien qu'en repensant à cette nuit où nous avons dansé avant l'arrivée des meubles. Son sourire était automatique mais fin. Ouais, c'était mignon. Ça te manque parfois ? Demandai-je. Elle marqua une pause, sirota son vin. Je veux dire, nous étions plus jeunes à l'époque. C'était un autre genre de l'amour. Un autre genre. Ça m'a frappé comme une main froide sur les côtes. Quel genre est-il maintenant ? Demandai-je à voix basse. Elle ne répondit pas tout de suite, fixant simplement son verre. À l'aise, dit-elle enfin. En sécurité. En sécurité. Le mot qui signifiait tout pour elle. Maintenant, cela ressemblait à un lot de consolation. Une dévalorisation polie. J'ai hoché la tête et détourné le regard, n'ayant pas confiance en moi pour continuer. Je ne voulais pas insister. Je ne voulais pas supplier.
Mais je réalisais quelque chose d'important. Peut-être que je n'avais pas simplement cessé d'être ce qu'elle voulait. Peut-être qu'elle avait cessé de vouloir le vrai. Elle est remontée à l'étage après ça, marmonnant quelque chose à propos d'une migraine. Je suis resté assis dans le silence un long moment. Le seul bruit était le faible bourdonnement du réfrigérateur et l'écho lointain de ses pas au-dessus de ma tête. J'ai sorti notre album de mariage, chose que je n'avais pas faite depuis des années. J'ai fait courir mes doigts sur les pages, j'ai tracé son sourire avec mon pouce. Elle était radieuse ce jour-là, joyeuse, et je l'ai cru. J'ai cru à chaque vœu, à chaque promesse. Je croyais être à elle pour toujours. Mais en y repensant, je ne pouvais m'empêcher de me demander si, même à ce moment-là, elle ne se construisait pas une échappatoire au fond de son esprit, au cas où la paix deviendrait trop faible. J'ai tourné la page avec le mot qu'elle m'avait écrit le matin du mariage. Tu étais le calme dans ma tempête. Ne change jamais. C'est drôle comme le temps réécrit même les mots les plus sacrés. À l'époque, elle voulait le calme. Maintenant, elle avait besoin de tonnerre. J'ai remis l'album sur l'étagère et éteint la lumière. La pièce s'est plongée dans ce doux gris bleu du début de nuit. Je me tenais là, dans le noir, respirant dans une maison qui ne me semblait plus être la mienne. Et je savais la vérité. Ce n'était pas qu'une phase. C'était une femme qui avait oublié la vie que nous avions lutté pour construire. Oublié l'homme qui se présentait jour après jour, non pas avec des gestes grandioses ou le chaos, mais avec un amour silencieux et indéfectible. Et le pire, peut-être, je l'avais peut-être laissé oublier. Peut-être avais-je été si occupé à être fiable que j'avais cessé de lui demander si elle était toujours avec moi. Mais non. La première fois que j'ai prononcé le mot « thérapeute » à voix haute, j'ai eu une sensation étrange, comme si je trahissais quelque chose de sacré, peut-être ma fierté, peut-être l'illusion de pouvoir gérer ça toute seule. Mais après cette nuit-là, après avoir regardé des photos d'une vie qui me semblait plus fictionnelle que mémorable, j'ai su que je ne pouvais pas continuer à tourner en rond dans ma tête. Je ne voulais pas me noyer dans des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre seul. Alors, j'ai cherché sur Google des thérapeutes près de chez moi, en triant par disponibilité, et des praticiens masculins. Je ne voulais pas de quelqu'un qui me rappelle non. Je ne voulais pas de douceur. Je voulais de la clarté. J'ai pris rendez-vous avec un homme nommé Jonas Burke. Un nom neutre. Pas de témoignages élogieux. Pas de promesses de transformation instantanée. Juste un portrait d'un homme d'une cinquantaine d'années en pull gris, le regard calme et un sourire subtil. C'était suffisant. Le cabinet était situé dans une maison de ville reconvertie, près de Westport Avenue. Calme, niché entre un café et un fleuriste. La salle d'attente sentait l'eucalyptus et le passé. Tapis. Un haut-parleur diffusait un doux jazz qui bourdonnait légèrement lorsque la pièce était silencieuse. Je m'assis sur un canapé bleu marine qui s'affaissait sous mon poids et fixai la pile de magazines démodés sur la table. Une brochure attira mon attention. Quand ta vie ne correspond plus à celle que tu imaginais. Je ne la pris pas. Je n'en avais pas besoin. Le titre suffisait. Jonas ouvrit la porte à 10 heures précises. Presse-papier à la main. Tu vois, demanda-t-il. Je me levai. Ouais. Il fit un signe de tête vers son bureau. Entrez. Son espace était simple. Des tons naturels, un mur de livres, pas de diplômes exposés, juste une peinture représentant un rivage brumeux qui me rappelait un endroit que je n'arrivais pas à situer. Je m'assis dans le fauteuil en cuir en face de lui, les mains sur les genoux comme si j'attendais son jugement. Il était assis en face, une jambe croisée. Alors, dit-il en posant le presse-papier. Que espères-tu gagner ici? J'inspirai. Clarté, dis-je. J'ai besoin de savoir si je me bats pour quelque chose qui a déjà disparu. Il n'a pas cligné des yeux. Il n'a rien griffonné, il a juste hoché la tête lentement. Raconte-moi ce qui t'a amené ici. Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé du dîner qui n'a jamais eu lieu. Les mots que j'ai entendus dans le couloir. Le sourire froid que Nan avait commencé à arborer dans la maison. J'ai parlé plus pendant cette heure que pendant les 3 derniers mois réunis. Les mots ont coulé, maladroits au début, puis stables comme du sang après la première coupure. Jonas m'a écouté sans interruption. Sans jugement, sans tentative de réconfort, juste une présence silencieuse. Quand j'ai finalement arrêté, il s'est légèrement penché en avant et a dit. Tu as fait de gros efforts pour lui suffire. J'ai hoché la tête.
Oui, mais à un moment donné, a-t-il continué. Tu as arrêté de lui demander si elle te choisissait encore. Cela s'est incrusté en moi comme du sable dans une plaie. J'ai dégluti difficilement. J'avais peur de la réponse, j'imagine. Il a tapoté doucement la coudoir. Tu as dit que tu voulais de la clarté. Cela commence par des questions honnêtes. Alors, laisse-moi te demander ceci. Resterais-tu avec quelqu'un qui te traite d'ennuyeuse dans ton dos? La pièce s'est rétrécie à cet instant. J'ai fixé le sol, le bord du tapis, la courbe du pied de table. Tout sauf ses yeux. Je ne sais pas, ai-je dit doucement. Je veux dire, je suis avec elle depuis 7 ans. Je ne veux pas tout gâcher. Jonas a hoché la tête. Compréhensible. Mais elle a déjà commencé à en jeter des morceaux. Tu ne saisis que maintenant. Je détestais cette sensation. Comme s'il nommait quelque chose que je n'avais pas eu le courage de nommer. Je me suis déplacé sur ma chaise en me frottant les paumes. Je n'arrête pas de me dire que je pourrais peut-être arranger ça, cuisiner plus, planifier plus, être plus. Ou il a dit, tu pourrais te demander si tu essaies de changer la personne qu'elle est, j'ai déjà arrêté d'apprécier. Tu pourrais te demander pourquoi être plus égalitaire est nécessaire alors que tu as été constant, loyal, présent. J'ai cligné des yeux. Ma gorge était serrée. Et alors? Je m'éloigne. Il a haussé les épaules doucement. Je ne te dis pas quoi faire. Je te demande d'arrêter de te rabaisser pour quelqu'un qui a déjà pris une décision dans le noir. Tu mérites un mariage où l'on te voit, pas seulement toléré, pas seulement subi. J'ai de nouveau fixé le tableau derrière lui. Le rivage brumeux, l'eau solitaire. Tout m'a soudain semblé familier car il reflétait ce que je ressentais, distant, à moitié visible, flottant entre le bord de l'engagement et le précipice de l'abandon. Il a laissé le silence s'installer un moment avant de reprendre la parole. À quoi ressemble la paix pour toi, Shaun? J'ai expiré lentement. Avant, c'était comme le dimanche matin. Musique, crêpes, elle dans mon t-shirt. Sa façon de fredonner en se brossant les dents. Et maintenant, on dirait le silence. Comme s'éloigner sans claquer la porte. Comme ne pas attendre qu'elle me voie enfin. Encore une fois. Il hocha la tête. Ce n'est pas abandonner. C'est choisir la paix. À la fin de la séance, je sortis au soleil, avec l'impression qu'on m'avait enlevé une brique de la poitrine. Pas toute, mais une, assez pour respirer un peu. Je n'avais pas de réponse complète. Je n'avais pas eu de révélation majeure, mais une vérité résonnait plus fort que les autres. J'essayais de prouver ma valeur à quelqu'un qui ne regardait plus le tableau des scores. Ce soir-là, je n'engageais pas la conversation. Je n'essayais pas de la reconquérir par la gentillesse. Je me contentais d'observer, de l'observer de l'autre côté de la table tandis qu'elle consultait son téléphone, et de me parler d'un nouveau brunch qu'Elisa voulait essayer. Sa voix était animée. Ses yeux ne croisèrent jamais les miens. J'acquiesçais quand il le fallait, je souriais quand elle relevait les yeux. Mais intérieurement, je ne me demandais plus ce que je pouvais faire pour nous sauver. Je me demandais ce que je faisais, essayant de rester là où je n'avais clairement pas ma place. Jonas ne m'avait pas dit quoi faire, mais il m'avait posé la seule question qui comptait désormais. Si elle ne me voit pas, qui vais-je devenir en essayant d'être à nouveau visible? Et surtout, pourquoi devrais-je le faire? Elle avait laissé son téléphone sur le comptoir de la salle de bain ce matin-là. Une erreur banale, du genre qu'on oublie facilement quand on partage sa vie avec quelqu'un dont on pense qu'il nous voit encore. Mais les choses avaient changé. Je ne m'en suis pas approché avec l'intention de fouiner. Je suis juste entré pour prendre ma montre, que je laissais toujours à côté de son plateau de maquillage. Mais alors que je la prenais, l'écran s'est allumé. Un message, un aperçu d'un contact enregistré comme bulle de dialogue d'Elisa. Point. Alors, tu lui dis ce week-end ou après le nouvel an. C'était ça. Cette seule phrase m'a fait froid dans le dos. Je n'ai pas touché le téléphone. Je n'ai pas fait défiler. Je n'ai pas déverrouillé. Je n'en avais pas besoin. Le message ne mentionnait pas mon nom directement, mais je savais. Je n'avais pas besoin de deviner. Lui dire ne pouvait signifier qu'une chose. N'en prévoyait de partir. Sans y penser. Sans se poser de questions. Planifier. Et pas seulement. Qu'elle avait un calendrier, une stratégie.
Elle se demandait si elle partirait pendant les fêtes ou attendrait que les confettis se déposent. Ça n'avait pas eu le même effet que la confession dans le couloir. Ce moment avait été brutal, émouvant, une fille se défoulant auprès de sa mère. Mais là, c'était calculé, silencieux, déjà en mouvement. Je restais là, figé, à écouter la douche couler juste derrière la porte. De la vapeur montait sous le rebord, et je l'entendais fredonner faux, insouciante. Le pire, c'était qu'elle puisse fredonner, alors que je me tenais dehors, une vérité qu'elle n'avait même pas essayé de me dire. Je fixai l'écran quelques secondes de plus avant qu'il ne s'éteigne et ne redevienne noir, le silence l'engloutissant tout entier. Ma montre était toujours dans ma main. Je la mis lentement, comme pour me réancrer à ce corps que je reconnaissais à peine. Puis je sortis calme, mesuré, mais intérieurement, je me dénouai fil par fil. Dans la cuisine, je m'appuyais contre l'évier et regardais par la fenêtre l'érable du voisin. Les feuilles s'éclaircissaient. Le vent de début décembre secouait ceux qui étaient trop fatigués pour tenir le coup. Je suis resté là un long moment, respirant, réfléchissant. Je n'avais pas besoin de consulter le reste de son téléphone. Je ne voulais pas courir après des preuves que j'avais déjà entendues dans sa voix et maintenant vues par écrit. Je la croyais. C'était le pire. Je la croyais encore quand elle disait qu'elle avait besoin de plus. Quand elle murmurait qu'elle se sentait coincée, je croyais qu'elle pensait chaque mot. Et c'est là que le changement s'est produit en moi. Ni bruyant, ni colérique, juste immobile, comme l'eau, réalisant enfin qu'elle avait atteint son terme. Je suis monté à l'étage et j'ai ouvert le placard. Le bruit des cintres glissant sur la tringle était étrangement apaisant. Je n'ai pas touché à tout, juste à l'essentiel, quelques chemises, 2 jeans, des maillots de corps, des chaussettes, mes baskets, mon rasoir, mon journal. Rien de dramatique, pas de sortie fracassante, pas de tiroir qui claque. Ce n'était pas une question de punition. Ce n'était pas une question de culpabilité. C'était une question de respect, le mien. J'ai tout mis dans un seul sac. Un sac de sport usé qui semblait trop petit pour contenir ce qu'il contenait maintenant. Ma dignité, ma décision, mon tournant. Je l'ai déposé près de la porte et suis retourné à la cuisine pour écrire un mot. Pas de discours, pas de liste à puces, juste une phrase. Je t'ai bien entendu. Je t'offrirai la liberté dont tu as envie et à moi-même la paix que je mérite. Je l'ai plié et glissé sous sa tasse à café préférée, celle avec l'inscription « Reine du matin » et des lettres dorées délavées. Puis je me suis assis au bord du canapé et j'ai attendu. Pas pour elle, pour le bon moment, pour le bruit de la douche qui s'arrêtait, pour l'image de moi-même assis ici une dernière fois dans cette maison qui ne ressemblait plus à mon chez-moi. Pour que je puisse me souvenir de ce que ça faisait de me choisir. Elle est descendue dans une serviette, les cheveux enroulés, les yeux rivés sur son téléphone. Elle ne m'a même pas regardé sur le canapé. Elle est juste passée en fredonnant cette même chanson. Je l'ai laissé se déplacer dans la cuisine, ouvrir le réfrigérateur, verser du lait d'amande, faire teinter la cuillère contre son bol de céréales. C'était comme regarder un film dont le volume aurait été poussé à fond. Tout son monde était en boucle. Le mien venait de basculer. Lorsqu'elle s'est enfin retournée et m'a regardé, j'étais debout, les clés à la main, le sac sur l'épaule. « Tu pars » a-t-elle demandé, légèrement surprise. « Oui » ai-je dit. « Le travail ?»« Non. » Elle a légèrement incliné la tête. « Ça va ?» Je lui ai adressé un doux sourire. Le genre de sourire qu'on adresse à quelqu'un qu'on a aimé quand on accepte enfin qu'il ne nous aime plus autant. Moi, je le serai. Elle n'a rien demandé d'autre. Elle a juste hoché lentement la tête, comme si une partie d'elle-même savait que c'était trop tard. Et peut-être que si. Peut-être qu'elle attendait juste que je prenne la décision. Elle n'avait pas le courage de s'exprimer. Je suis parti avant que les larmes ne coulent. Pas les siennes, les miennes. Celles que je refuse de lui verser maintenant. Non pas par cruauté, mais parce que j'en avais besoin pour moi. J'en avais besoin pour finir de pleurer le mariage. J'ai fait de mon mieux pour respirer. Lorsque je me suis glissé sur le siège conducteur et que je me suis éloigné du trottoir, la maison a rétréci dans le rétroviseur. Et avec à chaque tournant, à chaque pâté de maison qui passait, je sentais quelque chose d'inconnu monter dans ma poitrine. Du soulagement. Ni de la joie, ni du triomphe, mais de la paix. Du calme. De la tendresse. Mérité. Parce que parfois,
s'éloigner n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est la chose la plus forte qu'on puisse faire. Non pas pour fuir quelqu'un d'autre, mais pour revenir à soi-même. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais sur le chemin du retour vers moi-même. Je n'aurais jamais pensé ressentir du soulagement en entrant dans un espace sans souvenir. Pas d'odeur de shampoing dans le couloir. Pas de cadre photo qui souriait au passé. Pas de tiroir rempli de la vie que je construisais autour de ses préférences. Mais la première nuit dans la location courte durée, je me suis assise au bord du lit, dépouillé de tout ce qui m'était familier, et j'ai réalisé que le silence n'était pas vide. Il était propre. L'endroit était un 2 pièces basique, avec une petite cuisine, des murs beiges, le genre d'endroit où l'on passe sans s'y installer. Mais c'est bien ce dont j'avais besoin, un espace de transition, un point d'ancrage entre le chagrin et la suite. Pas de canapé modelé par le poids des marathons Netflix partagés. Pas de recoin. De la maison qui murmurait les disputes tous les matins froids. Juste 4 murs et un verrou qui ne la retenait plus de l'autre côté. Je ne me suis pas précipité pour décorer. Je n'ai pas emporté grand-chose à part des vêtements et quelques essentiels. Une brosse à dents, une photo encadrée de mon père, un livre que je n'avais pas eu le temps de terminer. Tout le reste est resté parce que ce que je déballais vraiment n'était pas dans le sac de sport. C'était la version de moi-même que je n'avais pas vue depuis longtemps. L'homme qui n'avait pas. C'était 3 jours après mon départ. L'appel est arrivé alors que je pliais du linge sur le matelas dur. La télévision diffusait un documentaire en sourdine sur la vie marine. Son nom s'est allumé sur l'écran comme un titre oublié. Non portable. Et pendant une seconde entière, j'ai hésité à le laisser sonner, mais j'ai répondu à Shaun. Sa voix était calme, presque humaine. Ni froide, ni répétée, juste confuse. Ouais. Elle a hésité. As-tu lu mes messages? J'ai froncé les sourcils. Quel message? Ceux d'Elisa sur mon téléphone. Ah, ça. C'est donc à ça qu'elle pensait. L'écran déverrouillé. L'aperçu. La fenêtre. Elle avait oublié qu'elle l'avait laissée ouverte. Non, dis-je sèchement. Je n'ai rien lu. Je n'étais pas obligé. Elle resta silencieuse à l'autre bout du fil. Et pendant un instant, j'entendis le léger bourdonnement de la maison en arrière-plan. Notre maison. La lumière de la cuisine qui grésillait peut-être. Ou le frigo qui roulait. Tous ces bruits familiers que j'ignorais sans m'en rendre compte. Et toi, comment as-tu fait? Je suis rentré tôt vendredi dernier. Je t'ai interrompu. J'ai tout entendu. Toi et Ruth. Toute cette partie ennuyeuse et prévisible. Je suis resté dans le couloir 1 minute entière avant de partir. C'était assez long. Une autre pause. Plus profonde celle-ci. Je l'imaginais cligner des yeux. Peut-être assise au bord de notre lit, fixant la même fenêtre qu'elle laissait entr'ouverte à l'automne. Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça, dit-elle finalement. Non, répondis-je. Tu ne voulais absolument pas que je le découvre. Elle n'a pas protesté. Elle n'a pas essayé de déformer les choses. Et ce silence en disait plus long que toutes les défenses qu'elle aurait pu donner. J'entendais sa respiration s'interrompre, comme si elle voulait dire quelque chose sans trouver les mots. Peut-être qu'il n'y avait plus de mots. J'ai juste... Elle a réessayé. Je ne savais pas comment le dire. Alors pourquoi préparais-tu ça avec tout le monde sauf moi? Ça a atterri. J'en ai senti le poids, même à distance. Elle a laissé échapper un bref soupir de douleur. Je ne savais pas si c'était de la culpabilité, du regret, ou juste la douleur d'être interpellé sans rien offrir en retour. Shaun, tu arrêtes? Ai-je dit calmement mais fermement. Tu n'as pas à t'expliquer. Je n'appelle pas pour arranger les choses. Je ne demande pas qu'on recommence. J'ai juste répondu parce que je me suis dit que tu méritais de savoir que je l'avais entendu directement de toi. Pas une rumeur, pas un fouineur, juste tes propres mots. Encore un silence. Il s'est tendu entre nous comme un fil tendu. Un faux pas à 2 doigts de craquer. Tu me manques, murmura-t-elle. Je fermai les yeux, laissant cette phrase reposer. C'était une douleur, pas un réconfort. Comme quelqu'un qui essaie de chanter une berceuse pour couvrir le bruit d'un moteur qui lâche. La routine te manque, dis-je. Tu as manqué les parties de moi qui te facilitaient la vie. Tu as manqué la stabilité.
Ce n'est pas la même chose que de me manquer. Elle ne le nia pas. Et c'était là la confirmation que mon absence était plus forte qu'elle ne l'avait imaginé. Mais pas parce qu'elle me désirait. Elle voulait le silence comblé. Pas l'homme qui l'avait autrefois comblé. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, non, ajoutai-je. Vraiment. Mais je ne vais pas rester assis dans une maison à attendre d'être toléré. Clic, c'était ça. Pas un cri, pas un sanglot. Juste la fin tranquille d'une conversation qui aurait dû avoir lieu bien avant que je fasse mes bagages. Je reposai le téléphone, face cachée, sur la table et regardai à nouveau la voiture de location. C'était encore inconnu, impersonnel, mais ça ne m'étouffait pas. Le lendemain matin, j'ai préparé le petit déjeuner pour une personne. Pas de deuxième omelette. Pas d'œufs au plat, car elle détestait les brouillés. Juste moi. Toast, café noir, bacon, exactement comme je l'aimais. Croustillant, brûlé sans complexe sur les bords. Je me suis assis à la petite table ronde et j'ai mangé lentement, savourant le silence, non pas comme une absence, mais comme un espace. Un espace pour respirer, un espace pour réfléchir. Un espace qui manquait depuis longtemps dans une maison pleine de deux personnes sans véritable connexion. J'ai lavé mon assiette, essuyé le plan de travail, puis j'ai ouvert mon ordinateur portable, non pas pour écrire un email à Anna, ni pour parcourir ses réseaux sociaux et voir quelle version d'elle-même elle interprétait. Maintenant, je l'ouvrais pour chercher quelque chose de nouveau, quelque chose pour moi, un atelier créatif, une offre de voyage, une playlist que je n'avais pas entendue depuis des années, quelque chose qui me rappelait l'homme que j'étais avant de devenir ennuyeux aux yeux de la seule personne avec qui j'avais cru vieillir. Et tandis que le curseur clignotait sur la barre de recherche, j'ai réalisé quelque chose de simple mais profond. Cet endroit n'était plus une simple halte. C'était le début d'un nouveau genre de foyer, bâti sur ma paix intérieure, et non sur sa permission. Ce sont les plus petites choses qui ont commencé à me ramener à la vie. Le barista de West End 9 qui a souri une seconde de plus que nécessaire quand j'ai commandé mon café. Le technicien de maintenance qui a hoché la tête avec un respect discret après avoir réparé le robinet qui fuyait dans ma location. Même Marcus qui envoyait plus de SMS que d'habitude. Des mèmes, des titres idiots, des messages informels, tu es gentil, qui n'exigeaient jamais de longues réponses mais qui atterrissaient toujours comme une encre. C'était comme si le monde s'était rééquilibré en ma faveur. Lentement mais délibérément, comme la lumière qui s'allonge le soir après que l'hiver commence à se relâcher. Je n'essayais pas de me réinventer. Je ne courais pas après une transformation digne d'un film. Je voulais juste me sentir à nouveau authentique, me sentir comme quelqu'un qui en valait la peine. Alors, j'ai commencé par la chose la plus simple que je pouvais contrôler, mes matins. J'ai couru. Au début, juste quelques pâtés de maison, puis plus loin. Je ne courais pas après la vitesse. Je ne comptais ni calories ni progrès. Je courais pour le rythme, pour le bruit de ma respiration qui s'enfonçait dans mes pieds, pour la façon dont l'air froid pénétrait dans mes poumons et me rappelait que j'étais toujours là, toujours en mouvement, toujours à moi. Je me suis retrouvé à m'attarder davantage au parc, assis sur des bancs, à observer les parents pousser les balançoires, les couples âgés marcher côte à côte sans dire un mot. Je n'enviais personne. Je ne me réduisais pas à la solitude. J'observais simplement. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai réalisé que je ne disparaissais plus. Je ne me réduisais plus à l'histoire de quelqu'un d'autre. Je suivais la mienne tranquillement, une respiration à la fois. Le travail est devenu plus facile aussi. C'est étrange comme le poids personnel soulève le cerveau professionnel quand il n'est plus écrasé à mort. Ma concentration est revenue. Ma voix s'est apaisée. Mes collègues l'ont remarqué. Jenna, l'une des nouvelles analystes, m'a demandé si j'avais changé de coiffure. Je n'avais rien fait. Mais je pense qu'elle parlait de l'air qui m'entourait, du calme, du changement, de cette pointe qui s'était adoucie pour devenir plus stable que l'épuisement. Tu as l'air plus légère, m'a-t-elle dit un après-midi alors que nous nous croisions dans le couloir. J'ai esquissé un petit sourire. J'y arrive. En vérité, pour la première fois depuis des années, je ne gérais pas les émotions d'autrui à chaque geste. Je ne me modifiais pas en temps réel, n'essayant pas d'anticiper ce qui ferait tressaillir non, ce qui la rendrait froide ou distante. Mon silence, autrefois, était synonyme de survie. Maintenant, c'était le choix, l'espace, la paix. J'ai recommencé à cuisiner. Pas comme avant. J'essayais d'impressionner son palais. Dresser les plats comme un chef amateur qui a quelque chose à prouver.
Non. Maintenant, c'était simple. De l'ail et du beurre grésillant dans une poêle. Une seule assiette. Un verre de vin. Aucun jugement si je me trompais. Aucun commentaire de l'autre côté de l'île. Juste moi qui fredonnais parfois sans m'en rendre compte, emplissant l'espace du son de mon propre contentement. Un vendredi soir, Marcus est passé avec des plats à emporter et un pack de 6, et nous nous sommes assis sur mon petit canapé, jambes allongées, à rire d'une vidéo de fac qu'aucun de nous n'aurait dû filmer. « Ça va ?» a-t-il demandé au milieu de sa deuxième bière. J'ai hoché la tête. « Ça va mieux ?» Il m'a observé une seconde, puis a dit, « Tu sais, je n'ai jamais pensé que Nantes te méritait. Mais je n'aurais jamais cru non plus que tu verrais ça par toi-même. » J'ai haussé un sourcil. « Tu me dis ça maintenant ? Est-ce que ça aurait eu de l'importance avant ? » C'est vrai. J'ai pris une gorgée et me suis adossé. « C'est bizarre, ai-je dit. Je ne la déteste pas. Je ne la trouve même pas méchante. Je crois juste qu'elle a arrêté de me voir. Et puis j'ai oublié comment me voir. » Il a légèrement trinqué avec sa bouteille contre la mienne. Tant mieux pour être vu. Plus tard ce week-end-là, j'ai ouvert un document vierge sur mon ordinateur portable. Ni pour le travail, ni pour faire des listes, juste pour écrire. Je n'avais rien écrit de créatif depuis des années. Peut-être pas depuis notre deuxième année de mariage, quand on m'avait dit que c'était un passe-temps mignon, mais je devrais me concentrer davantage sur ma carrière. Mais cette fois, je n'ai pas trop réfléchi. J'ai juste commencé à taper des fragments, des pensées, des phrases qui n'avaient pas besoin de devenir quoi que ce soit. J'ai écrit sur la façon dont le deuil est plus lourd quand il est silencieux. Sur le lent dénouement de deux personnes qui s'étaient aimées autrefois mais avaient oublié comment le dire à voix haute. J'ai écrit sur le pain à l'ail qui n'a jamais atteint le four. Sur les voix entendues à travers les murs fins, sur la redécouverte de soi dans les petits moments que personne n'applaudit. Et c'était bon. C'était nécessaire, pas comme une guérison. Guérir semble trop définitif, trop linéaire. C'était comme un déploiement, comme un dégel, comme le retour de sensations dans des membres trop longtemps engourdis. Un matin, je me suis arrêté à ce même café en allant au bureau. La même barista, Hazel, avais-je appris, m'a souri à nouveau. Comme d'habitude, a-t-elle demandé. J'ai souri en retour. En fait, essayons quelque chose de nouveau. Elle a haussé un sourcil. Je me sens audacieuse aujourd'hui, prête. En attendant mon verre, j'ai jeté un coup d'œil au petit tableau en liège près du comptoir, avec des flyers pour des micros ouverts, des cours de yoga, des collectes de fonds. Dans un coin a attiré mon attention, un cercle d'écriture créative, tous niveaux bienvenus. Le mercredi à 19h, apportez vos mots. Je n'ai pas pris le flyer. Je ne me suis pas inscrite sur le champ, mais je l'ai lu 2 fois. 3 fois. L'idée a flotté dans mon esprit en retournant à ma voiture. Le soleil réchauffait enfin le trottoir après une semaine de ciel gris. Ça m'a frappé à ce moment-là. Ce n'était pas juste une guérison. Ce n'était pas moi qui essayais de redevenir celle que j'étais avant. Non. C'était une réinvention. Ni tapageuse, ni tape à accent grave-l'œil, mais honnête, intentionnelle. La mienne. J'avais cessé d'être juste le mari de quelqu'un. Arrêté d'être l'homme prévisible en arrière-plan du fantasme de quelqu'un d'autre. J'étais Shaun Wilder, 34 ans. Je savais cuisiner de délicieuses pâtes. Je pouvais garder le silence comme une prière. Je pouvais à nouveau rire, courir à nouveau, écrire à nouveau, et lentement, incroyablement, je devenais quelqu'un que je reconnaissais. L'email est arrivé un jeudi matin calme. J'ai failli le manquer. Il était coincé entre une newsletter de ma banque et un code promo d'une boutique où je n'avais pas fait mes courses depuis des mois, mais j'ai vu son nom dans l'objet avant de pouvoir le faire glisser. Objet si vous tenez encore à le lire. Non, cela faisait presque un mois que j'avais quitté la maison, depuis cet unique appel téléphonique qui s'était terminé dans plus de silence que de conclusion. Elle ne m'avait pas contacté depuis. Du moins pas directement. Pas de SMS, pas de tentative nocturne, juste de l'absence. Et pour être honnête, je m'y étais habitué. Confortable même. L'air de mon nouveau chez moi s'était apaisé. Mes routines s'étaient stabilisées. J'avais passé des jours sans penser à sa voix. Puis cet email s'est glissé comme un fantôme à la porte. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. J'ai d'abord préparé du café.
J'ai laissé la machine siffler et crépiter. J'ai regardé le filet sombre se déverser dans ma tasse préférée, celle que j'avais achetée dans une friperie la semaine de mon emménagement. Il était écrit « Respire » en lettres bleues et bréchées. Simple, direct, honnête. J'ai pris une gorgée et je me suis assis à ma petite table de cuisine, l'ordinateur portable ouvert devant moi, son nom brillant faiblement sur l'écran. J'ai cliqué. Ce n'était pas court. Elle écrivait comme quelqu'un qui creuse dans la terre humide. Désordonnée, désespérée, ne sachant pas ce qu'elle espérait trouver, mais espérant que je serais encore debout quand elle le trouverait. Le courriel n'était pas cruel. Il n'était ni moralisateur ni manipulateur. Il était brut, honnête comme on le devient quand on réalise qu'on a déjà perdu ce qu'on croyait être toujours là. Elle a parlé du silence dans la maison. Elle a dit qu'il résonnait différemment maintenant que les coins où je fredonnais en coupant des oignons semblaient creux et immobiles, comme une chanson qui se terminait en milieu de note. Elle a dit qu'elle ne réalisait pas à quel point je me trouvais dans les espaces entre les mots, à quel point, je me suis convaincu qu'il me fallait plus, a-t-elle écrit. Je pensais que plus signifiait plus de bruit, plus de clinquant, quelque chose de nouveau. Mais je n'ai trouvé dans cet espace que du bruit. Ni calme, ni réconfort, juste un tourbillon de voix et d'opinions qui ne m'avait jamais vraiment connu comme toi. Elle a poursuivi en disant qu'elle regrettait d'avoir dit ce qu'elle avait dit à sa mère. Que ce n'était pas seulement de l'inconscience, c'était de la lâcheté. Qu'elle avait laissé la déception s'installer trop longtemps en elle et se transformer en ressentiment. Et au lieu de me parler, elle l'a déversé ailleurs, espérant que le nettoyage ne retomberait pas sur elle. Le temps que je réalise que tu étais la pièce que je prétendais vouloir, tu étais déjà devenu le silence sans lequel je ne pouvais survivre. Cette phrase est restée. Elle a dit qu'elle avait traversé les fêtes seule. Que Ruth ne l'avait pas regardée dans les yeux à Thanksgiving. Que Elisa avait arrêté de m'envoyer des textos lorsqu'elle avait compris que n'en allait pas mettre son plan de sortie à exécution avec Grace. Apparemment, même les gens qui je les poussais vers la porte et j'ai reculé une fois qu'ils ont vu à quoi ressemblait vraiment la sortie. Elle a dit que je lui manquais. Elle a dit qu'elle avait pensé à appeler, qu'à chaque fois qu'elle passait devant le présentoir à épices, je classais les noms par ordre alphabétique. Elle a senti sa poitrine se serrer. Je riais de ta méthode, a-t-elle écrit. Et maintenant, je ne trouve même plus la cannelle sans m'effondrer. J'ai lu le courriel 2 fois. Une fois avec le regard d'un homme qui l'avait aimé, et une autre fois avec le regard d'un homme qui s'était enfin suffisamment aimé pour partir. Elle a conclu par une question. S'il y a une part de toi qui se soucie encore, s'il reste ne serait-ce qu'un tout petit peu d'espace dans ton cœur, serais-tu prêt à parler? J'ai fermé l'ordinateur, non pas par colère. Non pas parce que je ne pouvais pas le supporter, mais parce que je connaissais la réponse, et que je n'avais pas besoin de l'écrire pour y croire. Je n'ai pas répondu. Ni ce jour-là, ni le lendemain. Et non pas parce que je la détestais. Non pas parce que je voulais qu'elle souffre. Je n'avais simplement pas besoin de cette conversation. Elle avait raison sur un point. Elle avait cohérence erronée pour la complaisance. Elle avait regardé l'homme qui avait construit une vie pour elle et avait vu l'ennui au lieu de la bravoure. Il faut un autre type de courage pour se présenter tous les jours, surtout lorsque le monde vous enseigne que l'amour devrait se sentir comme des feux d'artifice au lieu du bois de chauffage. Stable, silencieux, le genre de chaleur qui vous maintient au chaud longtemps après la disparition de l'étincelle. Mais au moment où elle a vu cela, j'étais déjà entré dans un nouveau rythme, une nouvelle définition de l'amour, qui a commencé par la façon dont je me suis traité. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas rythmé. Je n'ai pas bu. J'ai parcouru 3 miles dans les rues tranquilles, la respiration visible dans l'air froid, des chaussures contre le trottoir comme un battement de tambour que je possédais enfin. À mon retour, je me suis étiré, je me suis douché et j'ai préparé le dîner. Poulet sauté, carottes rôties et le pain à l'ail qu'elle aimait. Pas pour elle, pour moi. Parce que la guérison n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est un repas calme, une marche lente à la maison, un dimanche matin sans plan. Et la paix. La paix est lorsque votre téléphone s'allume avec son nom et que vous ne ressentez rien de vif, rien de déchiqueté, juste un petit sourire triste qui dit « Vous avez eu votre chance ». J'ai attendu et puis je me suis choisi. Une semaine plus tard, Marcus et moi avons pris le déjeuner. Un dîner près du parc. Vinyle Boss rouge et plancher à carreaux en noir et blanc. Il était à mi-chemin d'une pile de crêpes quand il a levé les yeux et a demandé « Tu entends de ces nouvelles ?» « Ouais, dis-je. » Elle a envoyé un courriel.
Il fit une pause, fourche en plein air. Et je n'ai pas répondu. Il acquiesça lentement. Tu veux? J'y ai pensé. Pas pour longtemps. Non. Il sourit. Pas du genre suffisant. Le genre fier. Le genre que vous donnez à quelqu'un qui est finalement entré dans sa propre peau. Vous êtes différent maintenant, a-t-il dit. Je me sens différent. Nous avons mangé dans un silence confortable après cela. J'ai regardé les autres tables, étrangers, des conversations dont je n'avais pas besoin de faire partie de la vie qui se croit brièvement. Je suis allé à ce café. Les mercredis, je pense que je suis prête à apporter mes mots. Elle sourit et glissa la tasse. À peu près le temps. Plus tard dans la nuit, je me suis assis devant un cercle de 6 étrangers, des pages à la main, du cœur qui se dirigeait juste pour me rappeler avec un dîner que je n'ai jamais lu. Quand il est dirigé vers l'intérieur.